La réunion qui a lieu cet après-midi est une réunion qui est organisée par la Fondation Identité et Démocratie. C'est la fondation du groupe politique Identité et Démocratie au Parlement européen. C'est donc une manifestation qui est cofinancée par le Parlement européen. Elle ne peut naturellement pas avoir lieu au Parlement européen puisqu'il nous est interdit aujourd'hui d'accueillir des intervenants ou des invités qui ne sont pas soit parlementaires, soit assistants. Je vous remercie d'autant plus d'avoir accepté de venir un samedi après-midi ensoleillé dans ce magnifique palais de la Bourse. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la présentation de ceux qui vont me rejoindre à cette tribune. Je remercie un chef d'entreprise breton, Romain Legoaster, d'avoir fait le déplacement et de nous avoir rejoints cet après-midi pour nous parler de son expérience de chef d'entreprise locale. Je remercie Andrea Cotarac, qui a été conseiller régional dans la région de Lyon-Rhône-Alpes et qui aujourd'hui est assistant au Parlement européen. Je remercie Henri Malos, du Conseil économique et social européen, qui a été président du Conseil économique et social de l'Union européenne pendant plusieurs années et qui, à ce titre, a une expérience irremplaçable des institutions américaines. Je suis heureux d'accueillir le sénateur Sébastien Meurant, qui voudra bien nous parler de son expérience à la fois d'élu territorial engagé dans le développement du territoire et probablement porteur d'une vraie réflexion sur la manière de faire progresser le financement territorial. Et puis, enfin, j'ai le plaisir d'accueillir le chef de la délégation française du groupe ID au Parlement européen, Jérôme Rivière, donc député européen et par ailleurs également chef d'entreprise. Pour ma part, je vous présenterai le rapport en faisant un assez large détour. D'abord pour vous dire que je ne suis pas ici sans un peu d'émotion parce que voici 30 ans, grâce à l'agent de change François Bacot, j'organisais la première manifestation ouverte au public dans cette salle qui était auparavant exclusivement réservée aux agents de change. Il y a un peu plus de 30 ans, avec le regretté Éric Israëlevix, plus tard patron de la rédaction du journal Le Monde, nous avions organisé un colloque sur les métiers de la bourse. Et pour vous faire sourire, je découvrais avec mes amis agents de change de l'époque que la magnifique jeune femme qui est peinte au plafond était traditionnellement connue comme étant la femme du syndic des agents de change. Donc c'est avec un peu d'émotion que j'ouvre cette réunion cet après-midi, sur un sujet que je crois absolument majeur et sur lequel nous n'en sommes pas à notre première réunion. Pourquoi ? Parce que naturellement, les sujets économiques, naturellement les sujets du développement territorial et du localisme, naturellement les sujets des relocalisations et du juste échange, naturellement la manière dont la croissance économique peut se réconcilier avec le progrès, la manière dont le progrès doit comporter un volant écologique et environnemental, c'est au cœur de notre travail de groupe parlementaire et c'est au cœur de notre travail de parlementaires européens. Ce sera au cœur des prochaines échéances électorales. Et je voulais situer en quelques mots ce qui est notre engagement, ce qui nous a conduit à organiser cette réunion aujourd'hui, dont je vous ai dit que ce ne serait pas la première. Pour nous, politique signifie volonté, et le mot volonté doit s'appliquer en particulier aux politiques économiques. J'ai bien dit politiques économiques parce que nous ne croyons pas que la science économique, la modélisation, la prétention mathématique épuisent cette science humaine qu'est l'économie, et pour ma part, je souhaite que l'économie politique remplace la fausse science économique qui nous a placés sous l'occupation de la finance de marché. Politique économique n'est pas un gros mot, politique salariale n'est pas un gros mot, politique des revenus, politique de l'emploi, politique de la concurrence, politique des échanges internationaux. Nous constatons que, notamment depuis la présence d'Alain Madelin au ministère de l'économie, qui interdisait à toute la direction du Trésor d'employer le mot de politique économique, et encore plus de politique industrielle, nous constatons que la suite des gouvernements a abandonné ces notions de volonté en politique et volonté en économie. Nous entendons remettre nos choix collectifs et nos choix publics au cœur de notre action économique. Nous l'entendons
le faire d'autant plus que ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que vous l'avez constaté et que vous me rejoindrez dans ce constat, c'est la ruine extraordinairement rapide de toutes les certitudes qui ont mobilisé tant de prix Nobel, qui ont justifié l'action de tant de gouvernements pour déréglementer, décloisonner, déréguler, et qui ont produit les désastres économiques qu'un certain nombre de pays comme la France ont subis. Pourquoi dire cela? Parce que je crois que la presse n'en prend pas la mesure. Depuis l'épidémie de Covid-19, qui se souvient que quelque chose comme les critères de Maastricht ont voulu dire quelque chose? Qui se souvient des 3% de déficit, des 60% d'endettement, etc. Qui se souvient que, encore tout récemment, Banque centrale devait être totalement indépendante, les États n'avaient pas à se mêler du crédit, les États n'avaient pas à se mêler de la monnaie, alors que maintenant, dans tous les pays occidentaux, les États garantissent les crédits, les banques centrales émettent de la monnaie sans limite, qui en fait les cours de la bourse. Vous devez le savoir, nous sommes totalement sortis d'économies de marché. Nos économies ne sont plus des économies de marché, ce sont des économies dans lesquelles les prix des actifs immobiliers, surtout financiers, sont produits par les banques centrales et par leur émission illimitée de monnaie. Vous le savez également, le commerce international n'est plus un marché. Le meilleur exemple en est le président des États-Unis, Donald Trump, donnant l'ordre à la Chine d'acheter pour 300 milliards de dollars de biens et services américains. Peu importe s'ils sont compétitifs, peu importe leur place sur le marché, l'équilibre commercial se fait au prix d'un oukase politique. Je ne vais pas multiplier les exemples pour allonger trop cette présentation. Mais ce que nous disons, nous, et ce qui est au cœur du rapport qui vous a été remis et que je vous invite à lire, rapport rédigé par des financiers et des banquiers éveillés sur ce qui se passe, c'est que toutes les fausses certitudes de la science économique, toute sa prétention à modéliser l'avenir, toute son insupportable arrogance à prétendre que les marchés se régulent eux-mêmes, tout cela est derrière nous. Nous avons à reconstruire sur ces décombres. Et pour notre part, et c'est aussi l'objet du colloque de cet après-midi, nous allons reconstruire avec quelques idées très simples qui dirigeront notre politique économique. L'un des premiers points, je l'ai évoqué, c'est de promouvoir le juste échange. Pas un protectionnisme qui nous isolerait du monde, mais pas non plus l'abandon à un libre-échange naïf qui a ruiné nos classes moyennes et qui détruit nos territoires. Le juste échange, ce sont des échanges équilibrés sur la base des réels avantages comparatifs des uns et des autres. Le juste échange interdit la course au moins-disant fiscal, social, environnemental et autres. Le juste échange est ce qui peut assurer des relations durables et soutenables entre des nations qui savent ce qu'elles se doivent et qui savent ce qu'elles ont intérêt à échanger pour leur bien commun. Le deuxième point qui est tout à fait majeur, c'est de rendre les Européens et les Français associés des entreprises européennes et françaises et associés du développement de leur territoire. Je plaide depuis longtemps pour un relooking du plan d'épargne action et je plaide depuis longtemps pour qu'un Français sur deux puisse, par son épargne et par son investissement, être directement associé d'entreprises françaises ou européennes. C'est un vaste chantier. J'observe que dans le cadre du plan de relance, le sujet des apports des épargnants aux fonds propres des PME et des ETI revient sur le tapis, probablement avec une garantie de la Banque publique d'investissement. Pour ma part, je ne saurais qu'encourager des démarches dans cette voie, mais pour notre part, nous avons un engagement ou nous avons une perspective beaucoup plus ambitieuse, qui est de faire de la majorité des Français des associés des entreprises de France et européennes. Le troisième point de notre action, celui-ci est tout à fait décisif pour moi, c'est de faire renaître la diversité des modèles économiques et des statuts d'entreprise. J'ai connu le moment, je le connais en Allemagne avec les Hausbank, je le connais dans un certain nombre des pays de l'Est, où des banques régionales financent réellement le développement régional et les entreprises régionales.
Je connais le drame qu'a fait vivre à la France, sous l'égide de l'inspection des finances, le régime du « je ne veux voir qu'une tête », qui fait qu'à peu près toutes les banques régionales de plein exercice ont disparu et qu'aujourd'hui la totalité du crédit en France est gérée par seulement 5 groupes, certes de taille mondiale, certes banques systémiques, mais qui sont donc toutes soumises à la surveillance la plus rigoureuse qui soit de la Banque centrale européenne. Là où leurs homologues allemandes, tchèques, roumaines, etc., y échappent très largement. Nous avons à recréer des banques régionales de plein exercice en France. Nous avons aussi à recréer les formes coopératives et mutuelles qui permettaient un partage de la valeur ajoutée, une main pour le territoire, une main pour le sociétaire, une main pour la pérennité de l'entreprise. L'inverse de trésorerie zéro, tout pour les actionnaires, qui a ruiné des entreprises comme Boeing et qui va en ruiner d'autres. Nous souhaitons pour notre part que la diversité des statuts d'entreprise fasse l'objet d'une révision législative. Nous souhaitons pour notre part que les entreprises à mission ou les entreprises à rentabilité limitée, comme certaines se sont créées aux États-Unis et en Californie, comme c'est largement la pratique des entreprises familiales et régionales allemandes, puissent de nouveau avoir droit de cité en France et que nous échappions à une occupation financière qui est en train de détruire notre tissu de PME et d'ETI et qui est en train de ruiner un certain nombre de nos plus grandes entreprises. Je continuerai en évoquant un autre sujet tout aussi important, tout à fait tabou également, sur lequel quelques réflexions internationales commencent à avoir lieu. Si je comprends parfaitement que l'investisseur durable dans une PME ou dans une grande entreprise profite des bénéfices de cette entreprise à travers les dividendes, et pourquoi pas éventuellement à travers des rachats d'actions, je ne comprends pas les avantages fiscaux, je ne comprends pas la quasi-amnistie fiscale dont bénéficient des entreprises ou des investisseurs qui réalisent des centaines, voire des milliers d'opérations par an, quelquefois à la seconde ou pour quelques minutes, et qui réalisent des plus-values sans aucun objet économique réel, qui n'ont aucune réelle fonction de marché, et qui, pour moi, s'apparente à de l'enrichissement sans cause. Vous savez qu'un État américain, le New Jersey, vient d'engager une réflexion à cet égard pour taxer les entreprises qui réalisent plus de 10 000 transactions financières, tout simplement parce que le gouverneur du New Jersey s'est rendu compte qu'aux États-Unis, tenez-vous bien, la durée moyenne de détention d'une action, c'est quelques secondes seulement. La durée moyenne de détention d'une action, c'est quelques secondes. J'attends que des économistes m'expliquent la fonction économique majeure qui consiste à acheter un paquet de 100 000 actions et à le revendre 1 seconde et 2 centièmes après les avoir achetées. Nous sommes là devant des manipulations de marché, nous sommes là devant des cas d'enrichissement sans cause, et donc nous proposerons que l'actionnariat durable, l'actionnariat responsable, soit évidemment le seul qui soit fiscalement favorisé et fiscalement incité. Je termine par le point qui est au cœur de ce rapport. Depuis que l'économie prétend au rang de science et de science exacte, l'économie s'est dégagée de l'histoire, de la géographie, l'économie s'est dégagée de l'ethnologie, de l'écologie, et l'économie a voulu dire que l'histoire ne compte pas, que la géographie n'a aucune importance, et en clair, la science économique est le meilleur suppôt du globalisme, qui prétend que les hommes sont partout les mêmes et qu'aucune des conditions naturelles ou réelles de leur existence n'a d'importance. C'est évidemment totalement faux. C'est évidemment totalement faux. Il faut réancrer l'économie dans la géographie comme dans l'histoire. Et c'est ce que, pour ma part, j'appelle le localisme. Le localisme, ce n'est en aucun cas la fermeture de territoire, la fermeture du village, la fermeture du lieu où l'on vit au monde extérieur. J'ai envie de dire au contraire, plus on est excellent sur son territoire, plus on est porteur de traditions, de savoir-faire, de modes de faire particuliers, plus on a une valeur dans le monde et plus on peut la faire valoir. Je regardais récemment l'exemple dans une de mes régions d'adoption des couteaux de l'Aïol et du savoir-faire extraordinaire de la coutellerie là-bas, qui s'est vendu partout dans le monde, et comment ne pas oublier les soyeux de Lyon, comment ne pas oublier l'horlogerie du Jura ou de la Suisse, bref. Ces savoir-faire, ces traditions enracinées
qui ont fait des marques mondiales et qui créent des valeurs ajoutées mondiales. Ça, c'est le localisme. Le localisme, c'est la préférence pour soi, c'est la préférence pour son territoire, et c'est la valorisation de tout ce que l'histoire et la géographie ont fait de mieux, qui est de produire une culture définie. Le rapport que nous présentons aujourd'hui est très largement consacré aux relocalisations, au localisme et au financement de la transition énergétique. Et je voudrais terminer, pour ne pas abuser de votre temps, en disant quelques mots, avec essentiellement un exemple et quelques conclusions. L'exemple, il est tout simple. Un de mes amis est un militant extrêmement actif, je l'ai rencontré à cet égard, est un militant extrêmement actif contre les éoliennes, notamment parce que c'est l'heureux propriétaire d'une maison de campagne qui va se trouver pratiquement sous une éolienne, ce qui fait que sa maison sera invivable, d'autant plus qu'on ne connaît pas les conséquences sur la santé humaine probablement préoccupantes qu'ont des éoliennes situées trop près. Bref, il s'est tout simplement rendu compte qu'en tant qu'actionnaire et investisseur, il était assez significativement investi dans un des acteurs qui implantent des éoliennes partout sur le territoire français et d'ailleurs dans les océans au bord des côtes. Ça, c'est la séparation du libéralisme qui fait qu'il y a d'un côté l'investisseur, de l'autre le salarié, de l'autre le consommateur, que beaucoup de consommateurs n'ont pas compris qu'au caddie du supermarché, ils détruisaient leur emploi, et beaucoup d'investisseurs n'ont pas compris qu'en confiant leur argent à des fonds d'investissement qui les envoient aux quatre coins du monde, plutôt que de financer l'entreprise locale, ils détruisent leurs conditions de vie. C'est pour moi l'une des réflexions déterminantes par rapport au rapport qui vous est présenté. Je ne crois pas à la réglementation dans ce domaine. Je crois qu'elle a un rôle, mais je ne crois pas que c'est elle qui résoudra le problème. Je vous mets en garde contre cette supercherie qui est l'indicateur de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est un détournement manifeste du sujet environnemental au profit de l'idéal globaliste, sans frontiériste, etc., etc. Je propose pour ma part que nous remplacions dans les années à venir l'indicateur de responsabilité sociale et environnementale manipulateur, totalement détourné par les grandes fondations et les ONG, notamment américaines. Je propose de le remplacer par un indicateur de la responsabilité nationale et territoriale des entreprises. Parce que tout élu, vous m'en direz sans doute un mot, Maxette, tu en connais combien d'exemples en Guadeloupe et en Martinique? Merci de nous avoir rejoints. Nous savons très bien les uns et les autres les entreprises qui se comportent bien sur leur territoire. Les entreprises qui se comportent de manière responsable dans le recrutement de leurs salariés, dans la formation de leurs salariés, dans le soutien aux actions locales, qui ne sont jamais à court de soutien quand il faut organiser un concours des plus belles maisons locales ou quand il faut organiser la fête du village ou la kermesse annuelle. Et puis nous connaissons aussi très bien les entreprises et quelquefois les dirigeants qui s'occupent juste de piller des territoires, qui sont des chasseurs de primes et qui ne laissent qu'un champ de décombres humains, social et territorial derrière eux. Nous devons construire des indicateurs de l'action territoriale des entreprises. C'est l'un des objets de ce rapport que d'évoquer ce sujet, et de la même manière que c'est l'un des objets de ce rapport que d'inviter au fléchage de l'investissement, d'inviter à la relation plus directe entre l'épargnant et les entreprises dans lesquelles ces capitaux sont investis, d'autant, et c'est une véritable révolution dans le monde de la gestion financière, d'autant que nous le savons aujourd'hui, les moyens du big data, les moyens du numérique permettent, y compris à l'épargnant qui confie ses fonds à un fonds collectif, de savoir très précisément dans quelles entreprises ce fonds investit, de savoir précisément quelle est la part de son épargne qui est investie dans telle ou telle entreprise et qui permettrait éventuellement de faire sauter le verrou des gérants dans leur complicité avec les conseils d'administration et de permettre, y compris aux détenteurs d'une part de fonds communs de placement ou de fonds collectifs, de voter en Assemblée générale. Ce qui éviterait la complicité et quelquefois une étonnante concordance d'opinion entre les grands gérants de fonds et les administrateurs des grands groupes. Sur tous ces sujets-là, nous pouvons innover et nous pouvons réformer. Sur tous ces sujets-là, en tant qu'élus, en tant qu'acteurs régionaux, en tant que militants, nous pouvons agir. Ce que je vous dessine, c'est une grande politique économique.
Nous ne ferons pas seulement de la politique économique, nous ferons l'économie de notre politique. C'est la grande réforme que je pense nous devons engager. La France n'a pas aujourd'hui l'économie de sa politique ni l'économie de ses ambitions. La France ne se rend pas compte du trésor qu'elle a avec l'une des industries de gestion financière les plus puissantes du monde, avec des banques dont certaines ont une expérience mondiale que tout le monde nous envie et que peu rejoignent. Nous devons valoriser nos atouts, nous devons mettre la finance au service de notre économie nationale. En clair, nous devons renouer avec le patriotisme économique qui s'ancre sur nos territoires et dans nos lieux de vie.